Alors bonjour à toutes et tous. Très heureux de voir des visages humains. On était plutôt virtuels là, depuis un moment. Donc moi je m'appelle Guillaume Morin, je suis chercheur postdoctoral à l'INRAE au sein du pôle écosystème lacustre à Aix-en-Provence. Je travaille principalement avec Nathalie Reynaud et Arthur Coquet de l'INRAE, Thierry Tormoz qui est présent et Pierre Lindaïs qui a malheureusement pas pu venir à l'OFB et Tristan Armel du JET que vous venez de voir. Donc moi, je voulais vous présenter un petit peu où on en est finalement du suivi satellitaire de l'état de la qualité écologique des écosystèmes lacustres dans le cadre de l'application de la directive cadre eau qu'a très bien présenté Sophia. Et donc pour rappeler un tout petit peu le contexte, mais ça a déjà été fait, c'est d'abord la surveillance qui nous intéresse, hein, c'est parce que sur le territoire français, c'est 12 000 km² d'eau, dont un tiers en métropole et deux tiers dans les départements et régions d'outre-mer. C'est 480 sites DCE. Alors, on peut peut-être discuter sur le nombre de sites qui représentent donc chacun une superficie supérieure à 50 hectares. Et malheureusement, on l'a déjà dit beaucoup, mais c'est un manque criant de données in situ, parce que ces données sont ponctuelles dans le temps et dans l'espace. Donc Sophia l'a déjà dit, le réseau DCE, c'est par site, 1 à 2 années de suivi sur le point le plus profond du lac par plan de gestion qui lui a lieu tous les 6 ans. Donc c'est une année de suivi tous les 6 ans sur un point du lac. Voilà, donc en termes de représentation, le besoin actuel, c'est évident grâce aux satellites, en fait, de compléter et d'enrichir la surveillance in situ pour densifier en fait, l'état écologique dans le cadre de la DCE. Donc très rapidement, le rappel des atouts du spatial, c'est, on l'a dit, un en fréquence de revisite, une vue synoptique, ici donc le lac de Serpenson, qu'on peut monitorer comme ça quasiment toutes les semaines, on va dire, une information homogène, donc à l'échelle de l'Europe, important dans un cadre institutionnel, puisqu'on a le même capteur, donc on ne peut pas discuter de la calibration, etc. C'est le même capteur et il est dans l'espace. Et enfin, dans le cadre de notre étude ici, c'est principalement je voulais présenter les paramètres d'intérêt qui sont télédétectables par la couleur de l'eau pour l'écologie lacustre. Au niveau paramètres biologiques, c'est d'abord la chlorophylle A qu'on mesure par satellite, qui est donc rentre dans l'indice IPLAC, qui permet de calculer la biomasse de phytoplancton, qui sont ces algues photosynthétiques que vous voyez ici, microscopiques. Et au niveau paramètres physico-chimiques, c'est la transparence qu'on a évoquée jusqu'alors, qui est, en fait, vient en soutien de la biologie et transparence en fait, qu'on peut compléter grâce aux satellites avec des mesures plus fines d'autres indicateurs. La turbidité, comme c'est fait beaucoup au jet par la mesure de matière en suspension aussi, et le carbone dissous. Donc, par exemple, on a eu déjà des études antérieures qui sont attachées à aller faire un suivi et une évaluation de ces classes d'état DCE. Donc, par satellite, un petit exemple ici où en fait on transcrit donc la transparence à gauche en un indicateur de qualité, ici bon ou très bon. Mais d'autres équipes ont travaillé à la modélisation 3D pour la représentativité en fait de cette mesure DCE dans le temps et dans l'espace. Donc ça a été fait notamment sur le lac Léman avec ces indicateurs de transparence et de chlorophylle A et qui vous montrent en fait la représentativité donc spatiale du point de mesure par rapport à l'étendue du lac ou alors la représentativité temporelle de ce lac. Et c'est vraiment à préciser ces indicateurs et ce suivi qui nous intéresse en mettant évidemment la science actuelle dans cette histoire. Notre méthodologie de travail, en fait, elle se situe donc à la collection de ces informations satellites de différents capteurs qui vont être corrigés. Donc le niveau 1C des agences en fait corrigé au niveau 2A. Nous, dans le cadre du CES, évidemment, on s'est intéressé à développer ce qui vient après, donc GRS que vient de présenter Tristan. Et au sein du pôle éclair, en fait, on a associé ces mesures satellites, ces images, à une grande base de données en fait, qui répertorie les sites, les données in situ pour faire ces match-up de validation, en fait, qui nous permettent, à partir des images catalogues, de faire l'extraction de l'information radiométrique et de l'allier évidemment à des mesures de terrain. Donc ça, le travail, cet aller-retour dans l'information satellite et l'information in situ nous permet de faire cette calibration et cette validation des algorithmes de couleur de l'eau. Évidemment, cette sélection et cette calibration, l'objectif, c'est évidemment de définir les domaines d'application et de dépasser ce qu'on appelle la calibration locale, parce que vous l'avez compris qu'il y a une grande diversité
au sein des sites. Donc un premier exemple du test qu'on a fait, on a fait un panel assez intéressant de tests sur les algorithmes de courant de l'eau. Donc là, à gauche, vous avez donc la chlorophylle A in situ en concentration en microgrammes par litre, comparé à la chlorophylle A qu'on inverse à partir de mesures réelles donc du satellite. Et vous voyez que pour tout un site, tout un panel de sites, en fait, on va dire des performances très variables avec des sites qui sont plutôt justes et d'autres moins. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi, en fait. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pourquoi on a cette diversité, on a ces échecs de performance à certains endroits. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, et Tristan l'a bien introduit, c'est qu'en fait, quand on a fait ce calcul de chlorophylle, on se rend compte qu'on est dans des indices de performance qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on retrouve dans la littérature. Et ça s'explique très bien par cette diversité et cette difficulté à faire la correction atmosphérique sur les sites donnés. Donc l'étude qui a été faite par la NASA, auquel a participé notamment Tristan, démontre en fait les performances sont variables en fonction de tous les codes de correction atmosphérique qui existent dans la littérature et qui sont utilisés. Donc ici, vous en avez 5. Et quand on change évidemment d'algorithme pour calculer la concentration en chlorophylle. Néanmoins, on reste, nous, dans des gammes qui sont à peu près les mêmes. Alors, l'intérêt avant tout de GRS, c'est d'éliminer ce signal qui est reflété par la surface du plan d'eau. Et grâce à cette élimination de la réflexion de la surface, en fait, on élimine même des biais forts dans des cas favorables. Par exemple, ici, le lac Bagré, qui est dans les faibles latitudes, puisqu'il est au Burkina Faso, on voit très bien que la correction en fait, élimine une grande partie du signal et va retrouver une concentration qui est le plus proche de la réalité. Dans nos latitudes plus septentrionales, par exemple, un suivi ici de la matière en suspension dans la Garonne à Pauillac, vous voyez que déjà la diversité est et l'hétérogénéité du métier est très forte, mais quand on fait une extraction de ça, on voit que si on ne dégline pas l'image, donc ici vous avez une comparaison de la concentration qui est corrigée à celle qui n'est pas corrigée, on voit qu'on surestime systématiquement la concentration. Et ça, c'est très compliqué à corriger sans faire cet effort-là, parce que c'est stochastique. Et même s'il y a une variabilité temporelle, on voit qu'on peut faire des erreurs. En fait, on peut faire des erreurs qui vont ici jusqu'à 20 fois la concentration réelle en fait, du milieu. Donc les résultats et les limites qu'on a eues pour cette évolution, c'est de transcrire évidemment, nous, notre intérêt c'est de transcrire cette information en information compréhensible au niveau de la directive cadre. Et une limite forte, c'est le nombre d'images exploitables de MATLAB qu'on va avoir. Donc ici, je vous ai mis un exemple assez défavorable. Le lac du Gouët en Bretagne, c'est bien connu qu'en Bretagne, il y a beaucoup de nuages. Et malheureusement, les satellites ne voient pas à travers les nuages, en tout cas en optique. Et donc, si on compare ici la mesure sur les 5 ans presque d'exploitation Sentinelle, on a 50 images normalement potentielles de match-up et finalement on arrive à avoir 12 images exploitables. Néanmoins, quand on calcule donc en bleu la concentration qui est associée donc à cette image et à ce match-up, on se rend compte qu'on arrive à peu près à retrouver en fait les classes d'état que l'on cherche à déterminer en fonction de cette concentration pour ce lac. On a évidemment des environnements où c'est plus simple, et notamment les environnements plus clairs et oligotrophes, comme le lac d'Annecy ici. On voit très bien en fait, qu'on arrive à retrouver un bon état avec des incertitudes qui sont très faibles, puisqu'on est à l'ordre de quelques milligrammes par litre. Donc on a des environnements où c'est favorable. Donc les perspectives, nous, c'est de comprendre cette diversité derrière. Pourquoi est-ce qu'on échoue à certains endroits? À quel moment on va être suffisamment précis et robuste pour délivrer une information qui soit relativement assez sûre. Et donc, c'est de caractériser la diversité. Donc, on sait qu'on est dans un cas compliqué déjà sur l'inland water parce qu'on est dans des eaux optiquement complexes, des eaux du K2. Vous avez ici une image inversée avec différents spectres optiques qui ont été déterminés à partir de la radiométrie et qui montrent l'ensemble de la diversité qu'on peut observer dans un site donné. Ici, l'estuaire du Rhône avec la Camargue et puis l'étang de Berre. Et on voit que la classification optique permet de déterminer cette nature des milieux, parce qu'on voit très bien qu'on a des eaux très claires du K2, du K1, pardon, des eaux plus claires littorales, on arrive à déterminer des eaux turbides en fait, du Rhône, ou des eaux productives avec présence de cyanobactéries, voire très abondantes en termes de cyanobactéries pour les étangs de Berre et de Bolmont.
Donc ce qui est intéressant avec ce système en fait, de classification, c'est qu'on va essayer d'aller optimiser en fait, l'algorithmie, hein, d'accord, sélectionner ces algorithmes, voir leur domaine en fait, d'applicabilité finalement, et évidemment utiliser l'intelligence artificielle comme beaucoup de gens le font, en sécurisant un petit peu le cas d'application. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on ne pourra pas aller chercher une information, par exemple une eau très turbide, on ne pourra pas aller chercher 3 mg par litre de chlorophylle, c'est d'éliminer ces cas-là pour dire on ne peut pas le faire. Donc évidemment, grâce à cela, on cherchera à évidemment améliorer la précision, et la précision dans ce cas-là, c'est faire la mesure d'estimation des incertitudes, voire même de compléter les masques qui sont déjà existants pour sélectionner que les pixels qui ont un spectre typique des eaux, même avec une grande diversité, avec des indices de confiance forts à très faibles, et d'éliminer ces derniers pixels. Voilà, je vous remercie.